Got it. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui sont présents. Je me présente, Patricia Corriveau. Je suis chargée de projet chez Evol depuis maintenant 5 ans, anciennement Femme et Sœur. Si jamais Evol, ça vous dit rien, on était anciennement Femme et Sœur, une organisation dédiée au financement et à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a fait cette transition vers Evol. On fait toujours du financement et de l'accompagnement pour les entrepreneurs, mais on a vraiment diversifié notre offre au niveau des entrepreneurs maintenant qu'on accompagne, mais en gardant la même expertise qu'on avait développée justement avec les femmes. Et à ce sens-là, je vous inviterai à peut-être, pour ceux et celles qui connaissent pas bien notre organisation, mais que je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'en apprendre davantage. Je vous inviterai peut-être à aller consulter notre site Internet, oui, pour y découvrir l'offre de financement qu'on peut faire aux entrepreneurs, mais aussi tous les différents services d'accompagnement qui est assurément la valeur distinctive des vols sur le marché. Et d'ailleurs, la formation d'aujourd'hui est un des exemples de l'accompagnement qu'on offre aux entrepreneurs. On s'assure, c'est un besoin qui était grandement nommé des entrepreneurs d'avoir accès à de la formation, parfois gratuitement, parfois justement en payant, mais c'est le genre de service qu'on met en place et il y en a plein d'autres des services d'accompagnement qui sont destinés à des entrepreneurs qui sont financés par notre organisation ou non. Donc, je vous invite à aller voir et si jamais vous avez différentes questions en lien avec ces différents services-là, différentes questions avec les différents services, c'est beaucoup de différences. Je vous invite à nous écrire. Vous avez mes coordonnées quand vous vous êtes inscrit, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel si vous souhaitez avoir d'autres informations. Donc, je le disais, un des services qu'on offre, c'est différentes formations et depuis maintenant plusieurs années, on travaille avec l'Ordre des CPA en partenariat pour offrir les webinaires, les 20 minutes CPA. Et il y a vraiment une récurrence justement au niveau de ce partenariat-là parce que toute l'équipe de chez Evol est vraiment en amour avec le concept des 20 minutes CPA. C'est du contenu très, très important qui est livré, mais qui est fait, somme toute, dans un délai assurément très raisonnable et ça fait en sorte qu'on a toujours plusieurs inscriptions parce qu'on le sait, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont fort occupés, qui n'ont pas beaucoup de temps. Fait que quand on propose une formule où on est dans un condensé, ça plaît beaucoup et c'est pour ça qu'on tient beaucoup, beaucoup à ce partenariat-là. Donc, merci. On a René Lebel qui est avec nous aujourd'hui de l'Ordre des CPA. Et moi, je ne suis pas du genre, je le disais, à lire des biographies. J'aime beaucoup plus laisser la parole aux personnes qui présentent. Il n'y a rien de mieux et de meilleur que nous-mêmes pour se présenter. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir André Filion, CPA, qui va faire la présentation. C'est une présentation qui devrait durer environ 45 minutes, là, plus ou moins de contenu. À ce titre-là, si vous avez des questions durant la présentation, on vous invite à les adresser dans le chat. Et c'est Joanie, ma collègue Joanie, qui vous a adressé quelques mots en début, qui va prendre en note vos différentes questions. Et dépendamment des questions, on va les adresser soit directement à André ou soit on va attendre à la fin. On aura environ 10 à 15 minutes pour une période de questions. Donc, si on voit que la question est très, très en lien avec ce qui vient d'être dit, on va peut-être l'adresser au fur et à mesure, mais sinon, on veut juste s'assurer d'avoir tout le temps nécessaire pour passer à travers tout le contenu. Au niveau peut-être plus logistique, technique, on le disait d'entrée de jeu, on vous invite à ouvrir vos caméras. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous invite à le faire parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant pour notre conférencier de voir des vrais visages. On vous invite aussi à garder vos micros fermés juste pour éviter les différents sons. Puis, à avoir du plaisir. Donc, ce sera une très, très belle heure. On est très content de vous avoir avec nous. Et sans plus tarder, je laisse la parole à M. André Filion. Merci beaucoup, Patricia. Puis merci beaucoup à Evol et à l'Ordre des CPA de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, André Filion, je suis cofondateur de BlueMind. Donc, je suis membre CPA de longue date, impliqué de longue date, mais évidemment, au quotidien, je ne travaille pas au bureau de l'Ordre, je travaille pour BlueMind. Puis, ce que je fais essentiellement, j'accompagne des dirigeants d'entreprise dans leur réflexion d'ordre stratégique. Donc, ça inclut la planification stratégique, qu'on va parler aujourd'hui, mais ça inclut aussi
la mobilisation des troupes autour de la planification stratégique, puis de la mise en œuvre de la stratégie, puis après ça, de monitorer aussi à quel point ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas avec des indicateurs de performance des tableaux de bord. Donc, c'est essentiellement ce que je fais là, au quotidien. J'ai travaillé en grande entreprise et en PME, mais je vous dirais que j'ai une préférence pour la PME et j'ai choisi depuis les 10 dernières années de me consacrer essentiellement aux PME. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on débute parce qu'on a quand même pas mal de contenu à vous partager. Je ne vous en faites pas, le contenu est dense, mais il n'est pas complexe. Je pense ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement digestible et intéressant et pertinent pour les entrepreneurs comme vous. Donc, il s'agit d'être bien attentif, puis je pense que vous allez retirer une belle valeur. Donc, le programme aujourd'hui, dans le fond, c'est que la présentation est séparée en 4 volets, si on veut, là, en 4 segments. Le premier, on va parler des différents types de plans stratégiques. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà rencontré mon associé, Richard Morisseau. Il y avait une autre présentation qui était présentée avec Evol et qui présentait un peu pourquoi faire une planification stratégique, quels sont les avantages. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Je prends pour acquis que vous êtes des gens qui êtes convaincus que c'est important, ou sinon allez revoir cette conférence-là si vous avez besoin de vous rassurer à cet égard-là. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va aller dans une formation un peu plus approfondie sur la planification stratégique. Donc, on va commencer avec les types de planification stratégique. On va parler des parties prenantes à considérer. Donc, à qui on devrait s'intéresser lorsqu'on réfléchit aux orientations stratégiques de notre entreprise. Le troisième volet, c'est quoi les étapes d'une démarche stratégique complète? Donc, ça va être un petit lien avec la présentation précédente pour ceux qui l'ont vu. Je fais un rappel des étapes parce que ça demeure un peu un incontournable, mais je vais aller un peu plus loin sur certains aspects. Puis on va conclure, dans le fond, en mettant en lumière, disons, des éléments qui sont essentiels à considérer dans le contexte des affaires actuelles en 2023. Donc, des incontournables, on va dire, que malheureusement, de mon expérience, beaucoup d'organisations oublient, font une planification stratégique peut-être un peu trop simple, peut-être un peu pas suffisamment approfondie. Donc, disons que le dernier volet va aider à rattraper les choses s'il y a lieu. D'accord? Donc, je vous dirais qu'un plan stratégique, la première chose à retenir, c'est qu'il faut absolument en avoir un. Puis, je ne reviens pas dans les raisons pourquoi c'est avantageux. C'est avantageux pour clarifier sa vision, de clarifier ses orientations. Ça facilite la communication avec ses troupes, avec son personnel, avec ses partenaires. Ça rassure les investisseurs. Mais je vous dirais même plus que ça. Là, des fois, c'est ce qui parle aux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'aides financières disponibles dans le marché présentement auprès d'organismes publics et parapublics. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est: avez-vous un plan d'affaires? Oui, mais surtout, avez-vous un plan stratégique? Et si vous n'avez pas de plan stratégique, vous ne pourrez pas avoir certaines subventions qui sont offertes par le gouvernement du Québec et offertes par le gouvernement du Canada, notamment. Donc, juste ça, c'est important. Donc, ça m'amène aux différents types de planification stratégique. Il y a des organisations qui vont nous approcher. On va dire: écoute, André, j'aimerais ça faire une planification stratégique. Ce que je veux essentiellement, c'est me conformer aux exigences du programme PICAN parce que j'ai un investissement à faire en numérique puis je vais avoir la subvention. Puis, essentiellement, ça me prend un plan stratégique, j'en ai pas. J'aimerais ça faire mon premier plan stratégique. Donc, on va appeler ça un plan stratégique de base. Ce que ça cherche à faire essentiellement, c'est de sortir du tourbillon opérationnel. Les entrepreneurs, on est les deux mains dedans. On est siphonné par notre organisation au quotidien. Puis, essentiellement, on ne prend pas beaucoup de recul. Donc, la base, c'est déjà de vous sortir du tourbillon, c'est un exploit. Ensuite, c'est de se doter d'un cadre décisionnel qui va prendre en considération, dans le fond, ce qu'on doit prendre en considération pour les orientations en matière de gestion et de gouvernance de l'entreprise. Puis aussi en termes de développement de marché, on va le voir tantôt. Mais il faut aussi offrir une cohérence et une clarté aux diverses parties prenantes. Donc, essentiellement, je vais vous le présenter dans un instant, c'est quoi une planif de base? Donc, souvent, c'est une première planification stratégique qui se fait comme ça. Bon, à l'autre extrême, on a peut-être un plan stratégique qui est plus axé sur l'expansion ou le développement de l'entreprise. Les gens qui sont en nouvelles technologies, qui sont dans le monde des startups, vont parler: maintenant, il faut que je scale, il faut que je grossisse, il faut que je prenne de l'expansion. Donc, on est plus, dans le fond, ici au niveau expansion. Ce qu'on cherche, c'est favoriser la croissance des affaires, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter nos parts de marché, augmenter les territoires sur lesquels on est présent. Développer des nouveaux clients, etc., etc. Mais c'est aussi développer l'organisation au niveau des individus, des équipes, de faire évoluer la culture, les mentalités, les façons de faire. Donc, on est plus dans un plan plus étoffé. Quand on parle d'expansion, il y a plus d'éléments à considérer que dans l'élément de base. Donc, en termes de temps et de ressources à consacrer, ce n'est pas la même chose. Bon, entre un plan pur d'expansion, parce qu'on parle de plan stratégique, les gens ont automatiquement dans la tête un plan de croissance.
un plan d'expansion? Oui, mais pas nécessairement. Bon, entre les deux, il y a aussi des contextes particuliers. Il peut y avoir une espèce de contexte de consolidation. Et là, je m'explique, c'est que c'est une organisation qui essentiellement n'a pas l'appétit ou le besoin ou la capacité de se développer de manière accélérée, donc qui n'est pas dans un mode expansion, qui n'est pas nécessairement sa première planification stratégique, mais qui veut comme consolider ses bases. Tu sais, une entreprise qui grossit rapidement, puis qu'à un moment donné, sent que tout est tiré de tous les bords de côté, puis on ne se sent jamais parfaitement en contrôle. Donc, la planification stratégique va plus chercher à consolider puis à stabiliser les choses en vue d'une prochaine phase de croissance, probablement pour le prochain plan stratégique. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un plan au niveau de la consolidation. Un autre bel exemple de ça, c'est de bâtir l'équipe. Donc, souvent, l'entreprise est démarrée par un entrepreneur, puis tout tourne autour de l'entrepreneur. J'avais un de mes clients, il appelait ça l'entreprise soleil. L'entrepreneur est au centre, puis après ça, tu as plein de monde qui gravite autour, puis tout le monde se rapporte à l'entrepreneur pour toutes les petites raisons. À un moment donné, tu veux te créer une structure, tu veux déléguer, tu vas avoir une équipe de direction, mais souvent, ça rentre dans la phase de consolidation, de recruter des gens ou de promouvoir des gens à l'interne qui vont faire partie de l'équipe de direction. Mettre en place des systèmes, des contrôles. Un autre exemple que je donnerais, des entreprises qui sont certifiées ISO. Bon, bien, les certifications ISO, pour être certifié avec les nouvelles normes ISO, on doit avoir une planification stratégique. Donc, souvent, c'est une manière aussi. Ça rentre un peu dans la consolidation. Ensuite, il y a un plan de transition, un plan qui peut être essentiellement axé sur une transition. Par exemple, le transfert d'une entreprise entre un fondateur et sa relève à l'interne, par exemple. Ça peut être des repreneurs familiaux, ça peut être des repreneurs au sein des employés clés. Ça peut être, dans le fond, un entrepreneur qui veut prendre sa retraite et qui veut transitionner vers la retraite, puis qui veut vendre son entreprise. Donc, on parle plus d'un plan qui va essentiellement mettre la table pour une éventuelle transition qui est anticipée, qui est souhaitée. Puis après ça, il y a le plan de résilience. Bien, ça, essentiellement, c'est une entreprise qui ne va pas bien. La rentabilité pour rendez-vous, on manque de liquidité. Essentiellement, il y a des défis. Puis là, ce qu'on veut, c'est assurer la survie de l'entreprise. Donc, on est plus dans un mode où on fait le point. On ne veut pas juste être dans l'action puis colmater les fuites du bateau. Au quotidien, on veut prendre un recul pour faire les bons gestes. Mais évidemment, le niveau de profondeur n'est pas le même. Ça va jusque-là? Bon, maintenant, lorsqu'on fait une planification stratégique, c'est très, très, très important, puis surtout en 2023, de prendre en compte les différentes parties prenantes. Donc, les gens qui sont un peu impactés ou qui ont un lien avec les décisions que vous allez prendre. Évidemment, lorsqu'on fait une planification stratégique, les premières parties prenantes à considérer, ce sont les actionnaires. Donc, les actionnaires, ceux qui détiennent les actions d'entreprise et ses dirigeants. Bon, ça, c'est naturel, il n'y a rien de nouveau là-dedans. S'ajoute à ça la voix des clients. Évidemment, les clients, on veut savoir ce qu'ils pensent de nos produits, on veut savoir ce qu'ils pensent de nos services, on veut savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits dans la manière qu'on collabore ensemble pour savoir si on peut compter sur leur confiance puis leur business au cours des prochains mois et années. On veut savoir ça dans la planification stratégique. On veut aussi avoir la voix des employés. Présentement, les employés sont tellement rares, les employés qualifiés sont tellement rares et difficiles à fidéliser que sincèrement, je pense que présentement, les employés ont encore plus de poids que les clients. Et je vous dirais qu'une organisation qui ne prend pas le pouls de ses employés dans le cadre de sa planification stratégique, c'est comme impensable pour moi dans le contexte actuel. Je vous dirais même que, anecdote, c'est arrivé une fois de façon très caricaturale, mais c'est arrivé de diverses manières par la suite. C'est arrivé fréquemment que j'ai animé des planifications stratégiques. Puis à un moment donné, il y a un client qui a dit « Lâchez-moi avec les clients, lâchez-moi avec l'expansion, j'en veux pas plus de clients. J'en ai trop de clients. Je suis en train d'en flusher des clients. J'ai plus assez de monde pour servir mes clients. Je suis en train de flusher les moins rentables. J'en veux plus. Je suis tanné de dire non. » C'était clair de même, c'était imagé. Donc, ce n'est pas toujours expliqué comme ça, mais beaucoup d'organisations sont bloquées dans leur expansion parce qu'ils manquent de personnel ou parce qu'ils n'ont pas le bon personnel. Donc, sincèrement, la voix des employés actuels et les besoins des employés futurs doivent être pris en compte dans une planification stratégique. Sinon, on passe à côté de la traque complètement dans le contexte actuel. Ensuite, les besoins et les attentes de la société. Bon, les vols, c'est le fun, c'est un beau public. La mission des vols élargie, au début, ça a été faire
plus de place aux femmes dans le monde des affaires. Maintenant, c'est faire place à la diversité, dans le fond, dans l'entrepreneuriat. Bien, essentiellement, c'est ça. Les entreprises, de plus en plus, doivent faire leur part et contribuer à la société. Ils ne doivent pas juste créer de la valeur pour les actionnaires, pour les clients ou même pour les employés. On doit ratisser plus large que ça. Donc, on doit penser à ça lorsqu'on fait une planification stratégique. Quel impact on veut laisser sur la société. Puis il y a toute une belle tendance que moi, je trouve vraiment formidable d'entreprises qui veulent se certifier éco-responsables, se certifier B Corp, qui veulent se certifier aussi au niveau de l'expérience employée, employeur de choix, qui veulent aussi avoir un bon impact dans la société. Donc, c'est à considérer. Donc, maintenant, c'est quoi les étapes d'une planification stratégique complète? Ça, c'est un peu un rappel de d'autres conférences, si vous l'avez vu. Dans le fond, une planification stratégique, on peut la découper de diverses manières. Nous, on a choisi de le démontrer en 6 étapes. La première, bien, on fait le point, c'est quoi la volonté des dirigeants? C'est quoi les aspirations des dirigeants? Est-ce qu'ils sont en mode retraite progressive parce qu'ils veulent ralentir tranquillement pour prendre leur retraite? Sont-ils plutôt en mode, non, moi, je suis en mode démarrage et puis essentiellement, je suis en mode expansion? Quels sont leurs appétits pour le changement et l'innovation? Il y a des entrepreneurs qui vont dire, moi, mon modèle d'affaires est basé sur l'innovation. Donc, c'est super important pour moi que la planification stratégique inclue beaucoup d'innovation ou encore doit absolument inclure certains changements parce qu'on pense qu'on doit se repositionner. Dans d'autres cas, c'est non, ça va bien, l'entreprise va bien, je ne veux pas réinventer la roue, je veux juste assurer une espèce de continuité. Donc, essentiellement, on veut un peu voir comment on va organiser la planification stratégique en fonction de cette volonté-là. Ensuite, c'est toujours important dans une planification stratégique de faire le point sur ce qu'est l'organisation. On va appeler ça l'ADN organisationnel. Donc, c'est quoi sa mission? C'est quoi sa vision ou sa raison d'être? C'est quoi ses valeurs? Les valeurs qui sont partagées au sein de l'organisation. C'est quoi la proposition de valeur dans l'entreprise à ses clients? Et je dirais même plus à ses segments de clients. Parce que maintenant, on doit de plus en plus caractériser différents segments de clients pour la plupart des entreprises. Ensuite, c'est quoi la proposition de valeur à mes employés actuels et futurs? C'est quoi la proposition de valeur à mes investisseurs? Donc, c'est le genre de choses qu'on va se poser. Quel genre d'impact on va avoir dans la société? Donc, c'est ce que je viens de parler il y a quelques minutes, l'ADN. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est vraiment le moment où on fait le point. C'est une espèce de bilan, une introspection où on va regarder c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses au sein de l'organisation. Qui sont nos parties prenantes? Quels sont les risques de l'organisation? On va aussi se tourner vers l'externe. C'est qui nos compétiteurs? C'est qui nos partenaires? C'est qui nos fournisseurs? C'est quoi les tendances de l'économie? C'est quoi les tendances au niveau politique, économique, social? Donc, ça, c'est le bout vraiment analyse et réflexion stratégique. L'étape 3, c'est l'aspect réflexion. L'étape 4, ça, elle est plus ou moins développée selon le type de planification stratégique. On a parlé tantôt. Si c'est votre première planification stratégique, peut-être qu'on va se concentrer un peu moins sur l'innovation, à moins que votre contexte d'affaires le requiert. Donc, essentiellement, c'est quoi votre positionnement dans le marché par rapport aux compétiteurs? Comment vous vous démarquez de vos compétiteurs? Est-ce que vous avez un produit ou un service qu'on va appeler MeToo? Moi aussi, je suis capable de le faire. Je fais la même chose que tel ou tel compétiteur. Bon, peut-être à moins cher. Ce n'est pas un modèle d'affaires en général qui fonctionne à long terme. Il faut être capable de se démarquer autrement que par une copie, une pâle copie de ce que les compétiteurs font. Donc, qu'est-ce qui vous distingue? Donc, de réfléchir à ça. Ensuite, c'est quoi le modèle d'affaires? C'est quoi vos sources de revenus? C'est quoi, dans le fond, aussi vos segments de clientèle? C'est quoi vos canaux de distribution? C'est quoi votre proposition de valeur? Ensuite de ça, c'est quoi les principales activités que vous devez déployer? C'est qui vos principaux partenaires? C'est quoi vos principaux coûts dans l'organisation? Donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Aussi, au niveau de l'innovation, il y a le volet numérique. Est-ce qu'on peut capitaliser encore plus sur le numérique pour répondre aux besoins de nos clients et développer notre organisation? Donc, l'innovation, je vous dirais que c'est une bulle qui peut essentiellement croître et de plus en plus augmenter selon le niveau de profondeur qu'on veut aller, selon la réalité de l'organisation. Ensuite, à la 5e étape, une fois qu'on a fait tout ça, là, on est à l'heure des choix, les constats, les priorités. Et là, c'est un beau défi parce qu'on a brassé plein de choses dans les 4 premières étapes. Et là, il faut faire des choix parce qu'on n'a pas des ressources illimitées. Puis essentiellement, il faut prioriser à la bonne place. Donc, on va définir c'est quoi les principaux enjeux, c'est quoi les principaux défis de l'organisation, quelles sont les priorités, sur quels critères on va établir les priorités. Ça, c'est une autre question où c'est bien d'être accompagné, d'avoir quelqu'un d'externe qui vous dit OK, c'est-tu juste
ce qui vous fait vibrer. Il faut prendre en compte aussi l'impact financier ou l'impact sur d'autres parties prenantes. C'est quoi les objectifs et les axes stratégiques? Donc, l'étape numéro 5, c'est essentiellement ce qui va se retrouver dans votre plan stratégique que vous allez pouvoir donner à ceux qui souhaitent le voir, vos partenaires financiers, ceux qui vous soutiennent au niveau des programmes d'aide financière notamment, ou des partenaires, ou vos employés, bien entendu. Donc, c'est un peu le sommaire de vos décisions. À l'étape 6, ben, c'est bien beau d'avoir un plan, mais encore faut-il le déployer. Donc, essentiellement, c'est qui va faire quoi, quand, qui est responsable de tel ou tel objectif. Ensuite, ça va être d'établir des indicateurs de performance pour chacun des objectifs, de s'assurer de suivre ces indicateurs-là pour voir si on progresse bel et bien dans la bonne direction, puis regarder ça sur une base au moins trimestrielle. Ensuite, c'est peut-être de développer des tableaux de bord. Donc, on est plus dans le mode, on a décidé, maintenant, on met en œuvre et on s'assure que ça fonctionne comme prévu. Fait que ça, c'est un peu les grandes étapes d'un processus. Bon, là, il y a beaucoup de mots, mais essentiellement, je vous le résume, vous voulez quoi comme dirigeant d'entreprise? C'est quoi votre ADN d'entreprise? C'est quoi votre environnement interne-externe? Comment est-ce que vous pouvez innover? Vous faites un bilan, constat, priorité, puis vous le déployez. C'est essentiellement ça, une planification stratégique. Maintenant, il y a des contextes particuliers à prendre en compte qui vont venir teinter le niveau de profondeur de chacune de ces étapes-là. Je donne un exemple. Une entreprise qui est une entreprise sociale aura peut-être pas uniquement les actionnaires ou les membres, mettons, de l'association comme partie prenante. Souvent, il va y avoir des bailleurs de fonds, des gens qui vont les financer, des fondations ou autres partenaires. Il va y avoir aussi des utilisateurs, donc des bénéficiaires des services d'un OBNL, par exemple. Il va y avoir des employés, évidemment, qui travaillent dans cette organisation-là. Donc, une organisation peut avoir plusieurs parties prenantes à prendre en compte. Puis, ce qui est important, c'est quand on dit qu'on souhaite impliquer les principales parties prenantes, tantôt on le dit, c'est essentiellement les actionnaires, les clients ou utilisateurs, les employés, hein, puis après ça, la communauté. Maintenant, on n'est pas obligé de les impliquer dans chacune des étapes que j'ai présentées tantôt. Souvent, et je reviens en arrière, là, souvent, c'est à l'étape 3 de l'introspection qu'on va avoir des bulles où on va dire, parfait, dans mon environnement interne, on va aller prendre le pouls des employés. Hein? Ils pensent quoi? Ils sont mobilisés comment? Comment est-ce qu'ils aiment ça? C'est quoi leur expérience chez nous? Ensuite, à l'externe, on va peut-être aller voir justement les clients. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les clients? Hein? Les investisseurs aussi, c'est de l'externe. Donc, c'est à l'étape 3 que ça se passe. Donc, prendre en compte plusieurs parties prenantes si votre organisation le requiert. De plus en plus, c'est le cas. Ensuite, il y a des entreprises qui vont être en mode transfert. On veut transférer l'entreprise à un membre de la famille ou à des employés clés ou à un mix des deux. Bien évidemment, ça vient teinter la planification stratégique. On n'a pas le choix de le prendre en compte. Ensuite, si on veut simplement vendre l'entreprise au meilleur prix possible, on n'a pas de relève à l'interne, on n'a pas de relève familiale, mais on a quand même une belle valeur. L'entrepreneur, puis là, il y en a peut-être qui sont dans cette situation-là. Lorsque ça fait 15, 20, 30 ans que tu travailles dans ta business, le gros de ton fonds de pension, là, bien, il est dans ton entreprise. Donc, il faut que tu revendes un bon prix ton entreprise. Donc, ce qui est important, c'est 3, 4, 5 ans avant de penser vendre, il faut commencer à s'assurer que l'entreprise est attrayante, hein, puis qu'elle a les bons ratios financiers, puis qu'elle a les bons indicateurs de performance pour vendre au meilleur prix possible. Il faut se prendre d'avance. Donc, ça aussi, ça vient teinter la planification stratégique. On va être plus dans une stratégie d'optimiser la création de valeur que de croissance. Ensuite, il y a aussi le contexte de marché puis le contexte de l'économie. Dans un contexte où l'inflation est galopante, dans un contexte où le taux d'intérêt augmente, on ne peut pas ne pas en tenir compte dans nos choix qu'on va faire. Donc, quand va venir le choix d'établir des priorités, peut-être que les priorités d'investissement qui sont difficiles à financer ou qui coûtent cher à financer, bien, on va peut-être on les priorisera pas. Par contre, les investissements qui peuvent être aider avec de l'aide financière, puis qui peuvent contribuer à la création de valeur, bien, vont probablement être priorisés. Même chose au niveau des tendances en matière de cybersécurité, la pénurie de main-d'œuvre, c'est tous des éléments qui doivent être pris en compte, évidemment, dans la planification stratégique. Puis, il y a aussi un contexte particulier, le contexte du pivot. Certains sont peut-être accompagnés par Evol, donc à travers Evol et d'autres organismes comme Evol, il y a beaucoup d'entrepreneuriat et de start-up. Souvent, ils arrivent à une phase de démarrage, pré-démarrage, démarrage, ensuite croissance. Mais il arrive à un moment donné où on prend conscience qu'on doit faire pivoter notre modèle d'affaires. On doit changer notre façon de faire parce que ça ne répond pas aussi bien qu'on pensait aux besoins du marché. Ou à l'inverse, on voit qu'il y a une opportunité, on peut pivoter dans cette direction-là, puis vraiment
augmenter nos chances de trouver le financement qu'on a besoin pour continuer à croître puis de se développer. Donc, ça, c'est vraiment axé sur la révision d'un modèle d'affaires. Donc, si je reviens aux étapes précédentes, à l'étape d'innovation ici, tout le volet modèle d'affaires ici va être approfondi. On va regarder quel est le modèle d'affaires actuel, puis à quoi devrait ressembler le modèle d'affaires futur pour être capable de faire le pivot dont on parle ici. Fait que ce que je vous lance comme message, c'est beaucoup d'informations, mais c'est que quand on planifie sa réflexion stratégique, on doit prendre en compte un bon nombre d'éléments pour bien structurer nos étapes, puis aller en profondeur là où ça paye. Sinon, on peut passer beaucoup de temps en réunion pour pas grand-chose. Dans d'autres cas, on aurait peut-être avantage à en passer un peu plus pour avoir un plan stratégique qui est plus riche. Les gens me posent souvent la question, oui, mais ça prend combien de temps faire un plan stratégique? Dans le fond, ici, vous voyez au centre, c'est les étapes que je vous ai résumées tantôt, là, les 6 étapes. Je vous dirais qu'il faut prévoir 3-4 mois en général pour faire cette planification stratégique. Ce n'est pas à temps plein, là, évidemment. Lorsqu'on accompagne une organisation, en général, je vais le résumer simplement, là, ça peut varier, mais disons qu'on va avoir entre 4 et 6 ateliers d'une demi-journée à une journée qui va s'étaler sur une période de 3 ou 4 mois. Donc, l'équivalent, c'est peut-être l'équivalent de 3 à 6 jours de travail en salle pour parler de planification stratégique. Mais pour être efficace dans ces étapes-là, surtout au niveau de l'introspection où on analyse l'environnement interne et externe, bien, il faut avoir fait nos devoirs avant. Il faut avoir cueilli de l'information auprès de nos marchés. Donc, dans le fond, nos clients, ils pensent quoi de nous? Nos compétiteurs, c'est qui? Qu'est-ce qui nous distingue des compétiteurs? Dans quoi ils sont bons, nos compétiteurs? Dans quoi ils sont moins bons? Donc, il faut réfléchir à ça pour que lorsqu'on est dans la salle en train de réfléchir, qu'on ait cette information-là. Beaucoup de gens vont faire une planification stratégique, faire une retraite hors site, 2 jours, dans un format lac à l'épaule, quelque part dans un bel hôtel. Il arrive aucune analyse préalable, donc il n'y a pas cette étape-là, puis ils vont faire ça en 2 jours. Ce n'est pas optimal parce que vous n'avez pas bénéficié de toute la cueillette d'informations préalables. Fait que dans le fond, vous y allez un peu sur le gut feeling de ce que vous pensez. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas nécessairement optimal. Donc, une organisation qui veut faire une planification stratégique dans les règles de l'art doit prévoir peut-être 4 à 6 mois avant la fin de l'année financière parce qu'évidemment, la planification stratégique va induire des choix de l'organisation, donc va induire le budget, va induire la planification financière. Donc, puis il va probablement induire des projets qu'on va vouloir financer. Donc, il faut se laisser le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire pour faire nos budgets, nos prévisions financières, aller chercher des appuis financiers auprès de partenaires, subventions et autres, auprès de notre banquier, pour être capable de faire nos projets. Donc, il faut le faire bien avant la fin de l'année financière, en prévision de commencer l'année financière avec un plan de match et avec un budget et des ressources financières adéquates. Donc, je vous dirais 4 à 6 mois avant la fin de l'année financière, commencez à y penser plus pour la cueillette d'informations, voir c'est quoi votre performance, analyser vos résultats financiers, vos indicateurs de performance, faire la liste de vos parties prenantes, puis leur importance, puis la compétition, puis le marché. Puis après ça, on se donne, en gros, 8 semaines, là, je dirais, pour compléter ces ateliers-là. Puis il va y avoir un livrable à la fin qu'on va appeler un plan stratégique qu'on va mettre en œuvre ou on va aussi, dans le fond, déployer auprès des gens. Par contre, plus votre travail va être fait de manière approfondie, surtout le travail de cueillette d'informations, en lisant, dans le fond, peut-être des statistiques, des données au niveau de la veille, analyser vos états financiers. Dans certains cas, pour ceux qui sont en transfert d'entreprise, de faire des tests psychométriques pour voir la compatibilité des repreneurs et des cédants. Bref, plus il va y avoir de travail de cueillette d'informations et d'analyse, plus ici, vous allez, dans les ateliers, là, utiliser à la fois votre côté droit du cerveau et le côté gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté du cerveau qui est plus bon avec les faits, les données, le data, ce dans quoi les CPA sont reconnus vont être très bons. Puis, il y a aussi le côté créatif, innovation, que vous avez sûrement aussi. Donc, dans une planification stratégique, on doit travailler avec les deux côtés. On ne doit pas être juste dans le cérébral, on ne doit pas être juste dans la créativité et l'innovation. On doit faire une espèce de pont entre les deux dans ces ateliers-là. Puis, ce qui est le fun, c'est quand une planification stratégique est bien fait ici, là, au préalable, est bien facilité ici, on n'a pas juste un document qui sort, on a souvent plusieurs documents. Et ça, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Beaucoup de planifications stratégiques sortent avec « voici, c'est votre plan stratégique ». Puis essentiellement, ce qu'il va y avoir dedans, là, quels sont les enjeux de votre organisation, les défis, les priorités, les objectifs, les axes. Donc, beaucoup de plans stratégiques, vous allez voir, là, ça ressemble à ça le livrable. Il n'y a pas toujours de plan d'action, il n'y a pas souvent d'indicateurs de performance, puis il n'y a pas souvent de tableau de bord. Bon, donc, c'est assez restreint. Si vous le faites de cette manière-là,
il va avoir, oui, un plan stratégique. Il va avoir aussi probablement un plan numérique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire du côté de technologie d'information? Un plan de main-d'œuvre. Combien de monde vous avez besoin? Quel profil vous avez besoin? Il va y avoir probablement un plan financier, un budget, des projections financières. Donc, ce processus-là, ça ne va pas sortir uniquement un document, va aider à sortir un bon nombre de documents qui vont orienter votre gestion. Vous allez sortir avec une liste d'indicateurs de performance qui sont réellement importants pour votre organisation et que vous allez suivre sur une base trimestrielle minimalement ou peut-être mensuelle. Et tout ça, ça va alimenter de façon plus spécifique vos équipes qui vont mettre en œuvre le plan stratégique. Donc, le message que j'essaie de lancer ici, là, avec beaucoup de mots, s'il y a une chose que j'aimerais vous retenir, c'est de faire un travail de réflexion au préalable, de se mettre dans une salle avec des gens, faire un plan stratégique. C'est très payant parce que les livrables, l'output est beaucoup plus riche. Maintenant, tantôt, quand on parlait justement d'aller plus en profondeur, je veux aller un peu plus loin au niveau de ce qu'on appelle les parties prenantes. Okay? Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'analyser tout ça, là, mais c'est juste des exemples. Okay? Donc, tantôt, on disait quelles sont les parties prenantes, puis si vous analysez votre environnement interne et externe, là, bien, évidemment, à l'externe, vous allez penser à vos clients. Mais peut-être que dans votre industrie aussi, vos fournisseurs, ils sont clés. Et on l'a vu en période de pandémie, là, ceux qui n'avaient pas des bonnes relations serrées avec les fournisseurs, bien, il manquait d'approvisionnement. Puis même ceux qui en avaient des bons en ont manqué, mais juste un peu moins peut-être. Donc, de penser à la planification stratégique, c'est qui mes fournisseurs ou mes partenaires clés, hein, mes distributeurs, mes agents, avec qui je dois m'assurer d'avoir vraiment une bonne collaboration. Puis, est-ce que mon plan stratégique le prend en compte? Idéalement, oui. Vos créanciers, ceux qui vous prêtent de l'argent ou qui financent vos projets, bien, il y a souvent des paramètres dans lesquels ils sont prêts à vous financer. Donc, c'est important que vous sachiez c'est quoi leurs attentes, eux. Donc, l'idée, ce n'est pas de gérer votre business en fonction de vos créanciers, mais c'est de, à tout le moins, en tenir compte pour faire vos choix et vos priorisations en conséquence. L'autre élément que je vois souvent, là, au Québec, l'économie du Québec est constituée d'entreprises familiales, ou en tout cas, à tout le moins, de PME. Et souvent, il y a des membres de la famille, souvent conjoints, conjointes, enfants, qui ne sont pas nécessairement au quotidien dans l'entreprise, mais qui ont un mot à dire dans le cadre d'un transfert d'entreprise, une vente d'entreprise notamment. Et souvent, il ne faut pas sous-estimer cet impact-là des familles qui sont des parties prenantes très, très, très importantes, ou même pour les employés. Si vous êtes une entreprise qui fait attention à ses employés, peut-être que certains employés, quand ils vont parler à leurs conjoints qui veulent changer d'emploi, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Tu es sûr, tu es bien traité. » Si je compare à moi ce que je vis de mon côté, ce que j'entends, tu es bien traité où tu es. Peut-être que tu aurais quelques piastres de plus, mais pense-y bien, parce que ça va avoir un impact sur une vie familiale. Donc, peut-être que de prendre soin des familles aussi dans votre plan stratégique, ça peut faire une différence pour retenir certains employés. Les représentants syndicaux, si vous êtes dans un milieu syndiqué, vous n'avez pas le choix d'en tenir compte. Bon, à l'interne, là, ce que je veux souligner ici, c'est que là, évidemment, peut-être que vous êtes plus de la PME, mais dans une organisation, même PME, mettons, de 10 millions de chiffre d'affaires, il y a une très grande différence entre les besoins des cadres supérieurs, mettons des directeurs, puis les besoins des employés, mettons, qui travaillent au niveau du personnel de soutien, les adjointes ou autres, ou encore les employés terrain. Si vous êtes dans une usine, en manufacturier, les employés qui opèrent les machines, là, hein, ou les chariots opérateurs, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes attentes que les employés administratifs. Donc, quand je vous disais que une réflexion stratégique, il faut prendre la voix des employés et la considérer. Est-ce que c'est prendre la voix des employés de bureau? Parce qu'on les connaît plus, qu'on les côtoie dans nos bureaux. Non, il faut aller prendre le pouls des gens qui sont dans l'usine, dans l'entrepôt, sur le terrain, parce qu'eux, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Donc, souvent, lorsqu'on fait une analyse des besoins des parties prenantes internes, des employés, on va identifier certaines catégories. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est la direction, hein, les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires, les employés opérationnels terrain, puis souvent le personnel administratif. Souvent, c'est 3 grandes catégories qui ont des besoins parfois similaires, mais parfois assez différents, et il faut les prendre en compte. Oui? Même chose quand on fait un bilan au niveau de l'organisation. Donc, on regarde c'est quoi nos forces et nos faiblesses. À la base, il faut que vous regardiez, c'est quoi vos ventes, c'est quoi vos revenus, c'est qui votre clientèle, est-ce que votre clientèle a grandi ou est-ce qu'elle rapetisse? Est-ce que vos clients sont fidèles ou infidèles? Hein, vos opérations vont comment? Est-ce que vous livrez à temps? Est-ce que vos clients sont satisfaits de vos produits, de vos services? Vos ressources humaines, est-ce que vous êtes capable de recruter les talents dont vous avez besoin? Est-ce que vous en manquez? Est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous créez de la valeur? Puis dans le fond, quelles sont les stratégies? Ça, c'est comme un peu les questions de base à se poser. Donc, une planification stratégique de base,
on regarderait ça. On ferait une espèce de diagnostic de comment ça s'est passé au cours des derniers 12 à 18 mois sur ces aspects-là. Si vous êtes une entreprise qui va aller un peu plus loin, bien, je vous dirais que c'est souvent fort intéressant de dire, bon, le leadership, est-ce qu'on a une bonne équipe de leaders? Est-ce qu'on a des bons gestionnaires qui sont capables d'amener l'entreprise au prochain niveau? Ou essentiellement, on a des gens qui sont issus de la base, qui ont des bonnes habiletés de contributeurs individuels, mais qui n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut comme leadership pour passer à la prochaine étape. Souvent, ce n'est pas noir ou blanc. Est-ce qu'on a besoin de les développer ou de les former, de les accompagner, possiblement? Donc, de se poser la question, est-ce qu'on a le leadership qu'on a besoin pour mobiliser et fidéliser notre personnel et en attirer du nouveau? Bon point. Est-ce qu'on a la bonne structure organisationnelle? Est-ce qu'on a des processus d'affaires robustes, documentés, automatisés? Est-ce qu'on contrôle bien nos coûts? Est-ce qu'on a des bons systèmes d'information? Donc, on est plus dans le raffinement. Ce n'est pas essentiel d'aller là pour les premières planifications stratégiques, mais pour ceux qui ont la chance d'en avoir vécu une, deux ou trois, bien, souvent, c'est intéressant d'aller un peu plus en profondeur sur ces aspects-là. L'analyse du contexte dans l'entreprise, il y a plusieurs façons de le faire, là, mais je vous présente deux méthodes très courantes. Donc, la première, c'est l'analyse de l'environnement externe qu'on appelle PESTEL. Donc, on réfléchit, dans le fond, à l'entreprise, elle opère dans un environnement, mais qu'est-ce qui change au niveau politique puis qui a un impact là, au sein des organisations? Qu'est-ce qui change au niveau économique, social, technologique, légal, etc.? Évidemment, c'est légal, on peut penser à une nouvelle loi qui vient de passer au niveau de la protection des renseignements personnels. Ça a un impact sur un certain nombre d'entreprises. On n'a pas le choix de se tenir au courant de ça. Au niveau économique, bien évidemment, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, évidemment, est à considérer. Au niveau de technologie, bien, tout, dans le fond, l'automatisation et le numérique comme étant une solution en pénurie de main-d'œuvre, bien, on doit dire qu'est-ce qui est disponible comme technologie qui peut nous aider dans ce contexte-ci. Donc, ça, c'est une analyse qui est typique, qu'on fait souvent dans la plupart des gens qui font des planifications stratégiques vont analyser cet élément-là. L'autre élément qui n'est pas toujours analysé, mais qui est fort intéressant, c'est une approche de Porter là, qui appelle les 5 forces du marché. Bon, bien, on regarde c'est qui nos concurrents directs actuellement, c'est qui nos concurrents qui arrivent. Donc, des fois, c'est un joueur étranger qui va venir s'installer dans notre territoire, ou ça peut être un concurrent indirect qui essentiellement offre un produit substitut. C'est comme le loisir et le divertissement, par exemple. Bien, évidemment, vous avez le choix de dépenser votre argent discrétionnaire en allant au restaurant ou en allant au hockey ou en allant au cinéma. Bon, c'est des compétiteurs indirects, c'est un budget de divertissement où les consommateurs vont choisir de le dépenser. Et donc, vos compétiteurs indirects, il faut y penser, etc. Fait que je ne vais pas trop dans le détail parce que ça, c'est assez standard, mais en gros, il faut quand même se poser des questions sur notre contexte d'entreprise. Et ça, le seul point que je voudrais que vous reteniez là-dedans, que je trouve bien important, en tant qu'entrepreneur, on est souvent débordé puis submergé dans notre entreprise. C'est correct. La seule chose, c'est que souvent, c'est très difficile de prendre un pas de recul et de regarder notre entreprise dans son contexte plus global. Et ça, la planification stratégique offre un moment idéal pour le faire, je dirais. Au niveau de l'analyse de la marché et de la compétition, je vous le laisse plus en guise de référence, mais je vous dis, c'est tous des éléments qu'il faut peut-être réfléchir. Dans le fond, les chaînes logistiques pour assurer l'approvisionnement, s'assurer qu'on a les bons canaux de distribution. C'est quoi les tendances en matière de relation avec les clientèles? Est-ce que les clients aiment toujours ça parler à un représentant ou ils préfèrent faire leurs transactions en ligne sans parler à personne? C'est le genre d'éléments qu'il faut réfléchir par rapport aux besoins du marché et ce que les compétiteurs offrent. Bon. Comme dernier segment, il y avait les essentiels. Je vous ai dit d'entrée de jeu que dans le contexte actuel, il y a comme des incontournables. Moi, je ne connais pas une seule entreprise présentement, et j'inclus là-dedans les organismes publics, parapublics, le gouvernement, qui n'ont pas un enjeu de personnel ou de talent. Okay? Je vous jure, là, c'est étonnant. Il n'y a personne qui n'a pas un enjeu de talent. Donc, il faut absolument que votre planification stratégique ait un énorme volet qui se préoccupent sur comment attirer les bons talents, comment améliorer leur expérience comme employés, comment les mobiliser, comment les développer, comment les qualifier, aussi comment on va pouvoir tirer avantage de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, comment on va faire de la place à des gens qui ont des profils atypiques au sein de l'organisation, parce que c'est de la main-d'œuvre qui peut effectivement être très utile aux organisations et puis c'est très enrichissant d'avoir de la diversité au sein des organisations. Donc, une planification stratégique sans réflexion sur les talents, on passe à côté de la traque aujourd'hui. Le numérique, c'est la même chose. Il n'y a rien qui n'est pas impacté par le numérique. Donc, essentiellement, ça va varier d'une industrie à l'autre, mais vous n'avez pas le choix de vous poser des questions sur comment je peux tirer avantage de la technologie, ne serait-ce que pour ne pas être dépassé par des compétiteurs qui, eux, prennent le virage numérique, de ne pas être délaissé par des clients qui souhaitent avoir plus de services
via le numérique, ou à tout le moins, c'est pour peut-être compenser un enjeu de main-d'œuvre. Dans certains cas, on peut peut-être gagner en efficience et remplacer certains employés qu'on n'a pas par du numérique. L'innovation, bien évidemment, là, la compétitivité est grande, elle est mondiale. Donc, l'intelligence artificielle est en plein développement. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer avantage de ces choses-là pour développer des meilleurs produits, des meilleurs services et comment on peut se démarquer de nos compétiteurs grâce à l'innovation? Je vous dirais que avant qu'on soit en mode survie au niveau des talents, c'était vraiment le cœur de ce que les organisations voulaient travailler. Par contre, les talents ont pris le dessus. Mais l'innovation, pour ceux qui veulent vraiment grandir comme organisation, c'est essentiel. La gestion des risques. On n'a pas le choix aujourd'hui. Le marché est volatile, le marché est complexe plus que jamais. Donc, c'est très, très, très important que dans une planification stratégique, on prenne bien le temps d'évaluer les risques. Ça veut dire quoi, évaluer les risques? Je ne vais pas dans le détail, mais en gros, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer, puis comment je peux mitiger ou réduire ce risque-là. C'est quoi les probabilités que ça arrive? Donc, quand on se pose ces questions-là, des fois, on se rend compte qu'il y a des risques, il y a des bonnes possibilités qui se passent. Exemple, un risque qui est souvent oublié, c'est j'ai combien de personnes qui partent à la retraite cette année puis dans 2 ans? Combien j'ai de postes ouverts présentement? Puis c'est quoi les risques que je ne suis pas capable de remplacer ces gens-là, en termes de 1 pour 1, mais pire que ça, en termes d'expertise. C'est quoi le risque que je cours dans tout le savoir que dans la tête de Gisèle et de Robert qui vont prendre leur retraite dans 3 mois, puis qu'il n'y a personne d'autre qui sait ce qu'ils savent? Comment je gère ce risque-là de transfert de savoir? C'est un risque énorme présentement auquel toutes les entreprises sont confrontées, petites et grandes. Et je vous dirais, je prédis personnellement que le plus grand fléau des prochaines années, c'est ça ici. Puis quand vous voyez des bris de service au gouvernement, des bris de service dans les entreprises, c'est souvent parce qu'il y a une perte d'expertise et on n'est plus capable de la reconstruire facilement. Ensuite, les facteurs ESG, on ne peut plus faire des affaires aujourd'hui puis détruire l'environnement. On ne peut plus développer des produits qui n'ont pas minimalement un design éco-responsable. L'éco-fiscalité, les entreprises qui vont polluer et qui ne feront pas attention à ces facteurs-là vont être taxées de plus en plus. Donc, on n'a pas le choix. Dans le fond, la société souhaite ça, mais pour demeurer compétitif. Donc, il faut absolument considérer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Puis la gouvernance, c'est quoi? C'est d'avoir une saine gestion. La première bonne pratique en gouvernance, si vous créez un comité consultatif ou un conseil d'administration un jour, ils vont vous demander, c'est quoi votre plan stratégique? Après ça, c'est quoi les projections financières et les budgets qui vont avec ça? C'est quoi tes risques? Donc, c'est toutes des choses qu'on a parlé avant. Donc, avoir une saine gouvernance, c'est aussi prendre en compte les diverses parties prenantes, pas juste les actionnaires, mais aussi les employés, les familles des employés, la société, faire de la place au niveau de la diversité et de l'inclusion pour tirer avantage des forces de chacun. Donc, selon moi, actuellement en 2023, si on ne passe pas l'équivalent d'au moins 2 à 4 heures sur ces sujets-là en planification stratégique, probablement on rate le bateau, là, selon moi. En conclusion, puis après, on va pouvoir passer aux questions. Peut-être que ça a suscité quelques questions. Il ne faut pas hésiter à faire un plan stratégique qui est adapté à votre contexte. Mais ce qui est surtout à éviter, c'est de repousser une planification stratégique. La dernière chose que je souhaiterais, c'est que j'ai partagé beaucoup d'informations aujourd'hui. On voulait être généreux avec vous. Mais en même temps, peut-être que ça vous a fait peur. Moi, je vous dirais, il ne faut pas. À l'inverse, à la limite, faites un plan stratégique allégé, de base, plus concentré, mais faites-le. Puis réactualisez-le au moins à tous les 3 ans, mais possiblement à chaque année, il y a une réactualisation qui doit être faite. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Ensuite, faites un travail préalable à vous mettre dans une salle avec vos personnes de confiance, faire une planification stratégique. Cumulez de l'information, lisez des statistiques, lisez des rapports. Evol est peut-être une source d'informations intéressante. Il y a plein d'informations disponibles sur l'Internet gratuitement pour voir un peu qu'est-ce qui se base dans votre industrie, chez vos compétiteurs, dans le marché, dans les tendances au niveau politique, économique, social. Il s'agit d'être curieux et de structurer un peu cette veille-là ou cette vigie-là pour amener cette information-là dans la planification stratégique et bien gérer, dans le fond, le processus, puis bien l'enrichir, on va dire. Ensuite, explorez suffisamment dans le fond, donnez-vous le temps. Dans une planification stratégique, le but, ce n'est pas juste d'arriver avec des orientations, des objectifs, puis un plan d'action. C'est le fun de flyer à un moment donné, puis de rêver, puis d'innover, puis de lancer des idées qu'on ne mettra pas en application au bout du compte. Mais il faut se donner un moment où, essentiellement, on va pouvoir sortir du quotidien, d'essayer de voir plus loin, puis de se donner le droit d'explorer,
Mais à la fin du processus, on va rationaliser en fonction des ressources disponibles. Mais souvent, il y a des éléments qu'on n'aurait jamais osé lancer dans la planification stratégique, que parce qu'on l'a exploré, on se retrouve à la fin et on le priorise. C'est peut-être un élément parmi 5, mais cet élément-là a une grande valeur ajoutée. Ensuite, assurez-vous d'avoir des indicateurs de performance, des cibles de performance pour chacun de vos objectifs pour mesurer votre progression au fur et à mesure des 2 ou 3 ans ou 4 ans que dure votre planification stratégique. Puis ensuite, assurez-vous de communiquer puis d'expliquer votre plan stratégique, de le simplifier à toutes les parties prenantes, en commençant par vos employés. C'est très mobilisant pour un employé de savoir que son dirigeant, son entrepreneur, sa direction a un plan de match, a une orientation. Hein, est en mode développement ou est en mode consolidation, ça donne une clarté, puis c'est mobilisant pour les gens de savoir où on est, où on veut aller. Donc, utiliser les résultats de la planification stratégique pour le faire. Donc, on serait rendu à la période de questions. Je suis juste en temps, je voulais garder du temps pour qu'on puisse échanger. Donc, je vous écoute et je réponds à vos questions. Oui, bien, dans un premier temps, André, je tiens à te remercier énormément pour cette présentation qui était, ma foi, très claire. Il y a eu très peu dans le fond, de questions qui ont été soulevées dans le clavardage qui donne l'impression justement qu'on avait accès à beaucoup d'informations. Ceci étant dit, puisque il nous reste du temps justement pour aller en profondeur. Ce que j'aimerais peut-être proposer, c'est que si vous avez des questions que vous aimeriez adresser directement à André, n'hésitez pas en bas, vous avez dans l'espace réaction, vous pouvez lever la main, puis à ce moment-là, on pourra vous donner dans le fond la parole, puis vous pourrez dans le fond, vraiment vous adresser de vive voix à André pour une réponse à vos questions. J'ai envie de le faire. Est-ce que je peux? Tu as une question, Patricia? Une question. Moi, je t'invite à briser la glace. Oui. Bien, en fait, tu parlais de ne pas repousser. On jase. Là. Supposons que parmi nous, quelques travailleurs autonomes qui n'ont pas nécessairement d'employés, qui ont peut-être des fournisseurs, mais pas tant que ça, est-ce que ça vaut quand même la peine de faire une réflexion stratégique? Parce que, on a vu que ça touchait plusieurs aspects. Des fois, on n'a pas nécessairement de grande gouvernance. Quand on est un travailleur autonome, on gouverne nous-mêmes et tout ça. Donc, c'est quoi ton feedback là-dessus? Ah, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir amené. Oui, tout à fait, c'est pertinent. C'est juste qu'il faut l'adapter. Puis j'aurais peut-être dû le mettre dans un format parce que, moi-même, j'ai été travailleur autonome plein d'années, puis je me faisais ma planification stratégique. Puis je vous dirais que j'ai souvent accompagné des entrepreneurs, des solopreneurs en planification stratégique, mais je le faisais plus en mode coaching. Donc, on se faisait des séances de coaching, puis on disait, OK, aujourd'hui, on va aborder, dans le fond, mission, vision, valeur. Puis là, par des questions de coaching, OK, on abordait ça. Parfait. Prochaine séance, qu'est-ce que tu dirais qu'on parle de tel ou tel élément? On parle de tes compétiteurs. Parfait. Donc, je vous donne des devoirs, des requêtes. La personne fait un peu ses devoirs, arrive en coaching. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu as retenu? Donc, si la personne est tout seule, elle ne peut pas amener une équipe de direction. On ne fera pas un atelier ultra complexe. Donc, oui, ça se fait. Mais souvent, je vais le faire plus pour les solopreneurs en mode coaching, ce qui fait que c'est intéressant. Puis là, ce qui est le fun, c'est que quand le solopreneur devient commence à avoir un écosystème de partenaires, de collaborateurs, peut-être des fois, on va s'associer ou peu importe, il y a déjà quelque chose de base, puis après ça, il construit là-dessus. J'ai souvent vu des gens, des solopreneurs, se regrouper ensemble par la suite et partager leur vision. Puis là, ils avaient déjà un peu un canevas, puis il faisait évoluer le modèle. Fait que oui, c'est pertinent, mais tu as raison, il faut simplement l'adapter dans la démarche. Ouais. Bon point. Puis je dirais même en conclusion aussi de ça, là, pour les travailleurs autonomes, c'est aussi intéressant parce que ça permet de se fixer des objectifs. Ça permet d'établir des indicateurs. Fait que, la liste est moins longue et moins complexe que dans une entreprise avec 100 employés. Mais par contre, ça demeure, ça garde les yeux sur des objectifs à atteindre. Et je dirais que de les mesurer tous les trimestres, de comment on évolue, ça garde le travailleur autonome, le solopreneur, qui est souvent un peu tout seul, je suis sur la bonne track, puis il travaille avec son coach, il sent que ça déraille pour se remettre ses rails. T'sais. Donc, oui, c'est tout à fait pertinent sur toute la ligne, c'est juste qu'il faut adapter le processus. Merci. Oui, Isabelle, il y avait une question qui a la main levée, Isabelle Perron. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Dans le fond, la question est de savoir, est-ce que vous avez des suggestions d'outils numériques à utiliser pour présenter, travailler la planification stratégique? Moi, j'en ai quelques-uns, mais je voulais avoir votre opinion là-dessus, sur qu'est-ce que vous utilisez ou qu'est-ce qui est recommandé. C'est ça.
Oui, ben en fait, il y a plusieurs éléments. C'est que dans une planification stratégique, il y a plusieurs éléments. Certaines personnes vont utiliser, mettons, pour le volet projection financière, certains outils là, pour faire les projections financières. Fait que ça peut être ça, d'autres vont le faire simplement en Excel. Après ça, quand vient le temps de l'idéation et tout ça, ben, quand on est en mode collaboratif, si on le fait en mode présentiel, moi, honnêtement, je suis beaucoup en mode animation. Et là, je ne suis pas très environnemental, là, mais post-it, il y a un avantage à ça, là, je pourrais en débattre, mais sinon, on peut le faire en mode virtuel avec un outil comme Miro, que j'aime beaucoup, là, qui permet beaucoup d'amener une collaboration en mode virtuel qui ressemble beaucoup à être dans une salle de réunion, là, que j'adore. Honnêtement, à plein d'égards, tu peux faire des sondages, tu peux faire des votes secrets, même que pour la voix des employés, là, à défaut, tu sais, dans un monde idéal, l'entreprise a une certaine structure, puis a, mettons, fait un sondage de mobilisation des employés avec une firme externe à tous les ans, tous les 2 ans, a des résultats historiques. Bon, dans un monde idéal, c'est le même, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours possible. Fait que ce qu'on a fait avec des clients, c'est utiliser Miro avec des employés pour entendre leur voix. Et là, on a comme pris un échantillon représentatif. On a pris, par exemple, les cadres, les gestionnaires ensemble, on a pris les employés de plancher ensemble, on a pris les employés de plancher, ils avaient pris dans l'usine, puis sur le plancher, les autres, en personne. C'était autre chose. Puis les employés de bureau, mettons, avec Miro. Ce que ça a eu comme avantage d'utiliser un outil virtuel comme Miro, c'est qu'il y a des moments où les gens pouvaient mettre des feedbacks de façon totalement confidentielle à l'écran. Donc, c'était très confidentiel. On pouvait approfondir et aller chercher de l'information en posant des questions. Puis après, on pouvait même faire voter les gens sur ce qui était le plus important pour eux. Fait que là, tu avais un vote secret intégré à l'outil où les employés pouvaient dire, ouais, dans tout ce qui s'est dit là, ce qui est vraiment criant chez nous et qui ne va pas ou qui va, c'est ça. Et là, on pouvait arriver à la direction. Écoutez, la voix des employés, ce qu'ils nous ont dit, là, c'est voici les 5 ou 10 éléments les plus importants pour eux. Voici là où ça cloche, voici où ça va bien. Et ça, tout ça était relativement confidentiel, mais c'était mieux qu'un sondage parce que nous, en facilitant, on pouvait creuser des choses qu'un simple sondage n'aurait pas donné. Là. Fait que je vous dirais que donc, je fais du pouce sur l'idée de l'outil. C'est ce qu'on s'est rendu compte, puis on était en plein cœur de pandémie, on n'avait pas le choix de le faire en mode virtuel. Au début, on n'était pas chaud à l'idée. Là. On est beaucoup dans le présentiel, dans ce qu'on fait normalement. Mais je dois avouer que ça, c'est un exemple que je garde maintenant, que je fais presque toujours en mode virtuel avec Miro. Donc, c'est un outil que j'adore. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Aviez-vous d'autres choses en tête là, comme outil? Ou, j'en avais parlé, je l'utilise aussi, Miro et tout. C'est aussi en lien avec... une fois que la planification stratégique est faite, de déployer les tâches en micro-tâches pour... donc, il y avait dans cet aspect-là aussi. Là, donc, on le sait que les générations plus jeunes, ils aiment beaucoup les gestionnaires de tâches. Donc, je sais qu'il y en a aussi sur le marché qui sont assez populaires. Là, donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi là, que je pense que c'est intéressant de développer. Puis, je veux en profiter aussi pour vous dire vraiment félicitations. Votre présentation, c'est clair, c'est direct, c'est... Vraiment, wow. Merci, c'est gentil. Mais ce que je vous dirais, j'ai le goût de faire un peu de pouce sur ce que vous dites là parce que c'est intéressant. Quand vient le temps de faire un plan d'action puis un déploiement, ça, nous, on a expérimenté plusieurs choses. Puis effectivement, première des choses, une planification stratégique, ce qui ressort de là est un plan qui se veut stratégique. Il devrait normalement y avoir une distinction entre le plan stratégique et le plan opérationnel ou le plan des différents secteurs. Donc, théoriquement, quand on est rendu à parler de tâches, c'est plus dans le plan opérationnel. Là, maintenant, comment est-ce qu'on gère les opérations? Il y en a qui utilisent des Trello ou autre, le Microsoft Project, mais tu sais, mais chose certaine, ce que je veux seulement vous dire, c'est que ce qui sort d'un plan stratégique est normalement à un niveau stratégique qui doit être retravaillé par les équipes lorsqu'un plus micro. Puis de là, mais par contre, ce qui ressort souvent, c'est des projets. Et une grande faiblesse des organisations, c'est de ne pas gérer des projets en projet. Ils vont le gérer à travers le quotidien. Donc, d'avoir une méthodologie de gestion de projet, par exemple, une charte de projet, peut-être un mini Gantt chart, puis là, l'allocation des tâches peut se faire à travers le logiciel de gestion de projet pour certaines initiatives d'ordre technologique ou d'ordre opérationnel complexe. Là. Mais évidemment, il faut que ça nécessite ça. Fait que, ce qui est important, c'est que certaines affaires vont passer dans un mode gestion de projet, d'autres vont être plus dans un mode opérationnel à travers les équipes de gestion avec des outils de déploiement là, comme ça. Mais au bout du compte, pour vraiment votre question qui est le déploiement, là, la vraie clé dans tout ça, là, pour être honnête, c'est les revues. De prévoir dès la fin du processus de réflexion stratégique avec les responsables de l'organisation, de dire, écoutez, voici nos orientations, voici nos objectifs, voici qui est responsable de tel ou tel indicateur. Maintenant, on va se reparler dans 3 mois pour voir comment ça évolue. Voici ce qu'on va vous demander de rendre des comptes.
Donc, toi, directeur des finances, on va te demander de rendre des comptes sur tel élément. Toi, directeur des RH, telle chose. Toi, directrice des opérations, telle chose. Et là, les gestionnaires sont au courant qu'ils vont aller se rasseoir dans une salle pour dire où ils en sont dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois et dans 12 mois. Et je vous dirais que là, c'est ça qui est réellement puissant, au-delà de l'outil de gestion des tâches. Puis souvent, c'est ce qui n'est pas fait. C'est ce qui fait que le plan stratégique tombe sur une tablette d'un tiroir, on l'oublie, on est swampé par les opérations, puis on se ramasse 3 ans plus tard. Ah, il faudrait bien qu'on mette à jour notre plan stratégique. Finalement, on est rendu où avec l'autre d'avant? On l'a plus ou moins déployé. On a été agile. Ce n'est pas une bonne pratique. Et ça, c'est malheureusement ce qu'on voit souvent, mais c'est ça, à éviter. Merci de votre question. Elle m'a inspiré, comme vous pouvez le voir. Merci de la question, Isabelle. Merci de la réponse également, André. Effectivement, on ne veut pas qu'une planification stratégique se ramasse sur une tablette à amasser de la poussière. Hein? Ce n'est pas l'objectif. Je surveillais le chat parce qu'effectivement, des questions en lien avec les outils qui existent. Dans le fond, c'est ça, là, vous avez parlé de Miro, j'ai fait un lien. On a aussi une courte vidéo qui a été faite par l'Ordre des CPA, qui est sur le site Internet des vols, dans la boîte à outils. La boîte à outils, au-delà de la planification stratégique, mais il y a aussi des autres outils interactifs. Entre autres, tantôt, on parlait de prévision financière, puis de rédaction de plans d'affaires. Donc, je vous mets juste en contexte qu'il y a des outils. Au-delà de ça, je vois l'heure qu'on arrive à 11h56. Est-ce que, au sein de notre belle audience, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez adresser à André pendant qu'on l'a avec nous, qui est attaché à nous, soit des questions ou des commentaires que vous aimeriez apporter? N'hésitez pas à lever la main. Je vous fais l'invitation. En tout cas, je dirais qu'il y a beaucoup de beaux commentaires, André. Tant mieux. Tant mieux. Dans le chat, c'est ça, une conférence qui est pertinente. Beaucoup de remerciements à ton égard. C'est génial. Peut-être, étant donné qu'il nous reste un peu de temps et qu'il n'y a pas de questions, peut-être un élément que je veux mentionner parce que c'est un enjeu pour tout le monde, l'enjeu de main-d'œuvre, l'enjeu de talent. Là. Je vous inviterais vraiment à réfléchir si vous avez cet enjeu-là. Il y a plusieurs années, on se pose la question de quoi on a besoin de gagner la confiance de nos clients? Bien, c'est un peu la même chose. De quoi on a besoin de gagner la confiance des employés qui sont chez nous et des employés qu'on veut attirer. Et sincèrement, on doit mettre autant d'énergie aujourd'hui à réfléchir à ce qu'on doit faire. Puis on ne peut pas prendre pour acquis qu'on sait ce que les employés veulent. Il faut leur poser des questions. Puis il y a des entrepreneurs, des fois, qui me disent ouais, mais ça crée des attentes. Mais il y a une manière de faire les choses. Ce n'est pas leur demander vous voulez quoi? Faites-moi une liste d'épicerie de ce que vous voudriez de plus, puis qui va coûter cher. L'idée, c'est plus de poser des questions dans qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins, qu'est-ce qui pourrait être différent. Et là, on commence à être plus dans des éléments nuancés qui sont souvent autour de l'organisation du travail, la culture organisationnelle, la responsabilisation, l'autonomie, l'innovation, la créativité, les possibilités de carrière. Donc, je veux simplement vous inviter pour ceux qui vivent un enjeu d'attraction et de fidélisation de la main-d'œuvre, d'investir autant d'énergie que vous avez passé d'énergie à convaincre des clients de vous faire confiance. Et souvent, ça passe par là. L'expérience employée, c'est incontournable de nos jours. Fait que je vous invite à transposer aux employés, s'ils étaient les clients, vous feriez quoi pour les séduire? Et que c'est plein de vérité, ça. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Donc, à 2 minutes de la fin, je ne sais pas si, Patricia, tu voulais reprendre le micro. Non, ça va. En fait, je tenais vraiment, dans un premier temps, à te remercier, André, de ta présence avec nous, de cette présentation qui était pleine de bon sens, qui était très stimulante et rassurante, je dirais. Merci à l'Ordre des CPA d'avoir rendu ça possible d'être un partenaire avec nous. Puis pour chacun et chacune d'entre vous, je tenais à vous remercier de votre présence, de mettre la planification stratégique vraiment au cœur de votre entreprise pour sa pérennité puis son impact. Puis je vous souhaite le meilleur des succès, meilleur des chances, puis au plaisir de vous retrouver. Merci à vous tous.